Monsieur le Président, vous m'entendez? Oui. Monsieur le Président, euh, chers collègues, chers maîtres, un grand merci à vous, Bernard de Vauchel, de cette invitation et d'essayer de vous parler un peu de ces visages que vous connaissez tous ou pas. On a souvent tendance à se dire, bon, écoutez, regardez, il y a une petite fente, ça se répare, c'est pas grand-chose. Alors effectivement, à gauche, une fente labiale où vous n'aurez qu'un pronostic morphologique. Au milieu, et à droite, des fentes complètes, unilatérales ou bilatérales, et où, et je vais essayer d'avoir cette approche en vous montrant plus finalement des séquelles, c'est que cette interdépendance finalement entre les parties molles et l'os, et la gestion des deux finalement est extrêmement importante, et ça, sur cette quatrième dimension, la croissance. Très rapidement sur la façon dont on les prend en charge, ces diagnostiqueurs anténatales, dans la grande majorité des cas, il y a une consultation avec le chirurgien en anténatal, il y a des consultations avec les infirmières. On ne peut pas se passer des infirmières en fait en consultation. Nous avons une psychologue aussi dans le service qui accueille les parents. Et quand l'enfant est né, eh bien, évidemment, il est réexaminé, enfin, il est examiné en postnatal pour quelques jours après la naissance. Il y a un examen général et on réexplique les gestes chirurgicaux à venir et on programme le patient. Les infirmières, elles, interviennent beaucoup dans les conseils à l'alimentation parce que c'est la grosse angoisse des parents. Et encore une fois, je passe vite. Alors, euh, il faut réparer ces enfants et, si vous voulez, les tissus finalement sont mal placés et il ne manque rien. Et l'objectif est simplement de replacer l'intégralité de ces tissus en ayant le moins d'impact possible sur le développement facial normal. D'où ces trois étapes qu'on a décidé, ce n'est pas nous qui les avons décidées, c'était suggéré par Jean-Claude Tallement, chirurgien nantais, avec une première réparation de la lèvre du nez qui est toujours intégrée maintenant dans un but fonctionnel, et la réparation du voile, puis réparation du palais osseux, et enfin réparation du maxillaire. Je vais vite là-dessus. J'ai un chrono quelque part, ouais. Réparation du voile, vous faites ça évidemment sous loupe à l'âge de 5-6 mois, et le but est de reformer en fait, cette sangle musculaire postérieure en sachant que ce n'est pas le levator veli palatini qui est le plus épais, c'est le palatogloss. On voit très bien en fait sur cette photo, je ne sais pas si vous arrivez à voir les fibres musculaires ici, on voit le corps du muscle ici présent. Et vous voyez, on reforme toute cette sangle musculaire en refermant bien sûr plan nasal et plan buccal et en laissant le palais osseux ouvert. On s'intéresse ensuite, et dans le même temps opératoire, à la lèvre et au nez, et on combine systématiquement un geste sur les deux, car vous voyez la déformation nasale induite par la solution de continuité musculaire et osseuse, et les rapports en fait, de votre nasalis avec les dômes cartilagineux. Et le but de l'intervention est bien sûr de ressangler, donc en refixant l'orbiculaire et en retrouvant toutes les fibres de l'orbiculaire, en refixant le nasalis et en réalisant une septoplastie et une dissection des cartilages du nez et en conformant finalement pour obtenir ensuite une ventilation qui soit symétrique. Vous savez que la ventilation nasale est importante pour la croissance faciale, mais aussi en fait un aspect morphologique qui soit satisfaisant dans les suites. Bilatéral, on ferme en un temps et on maintient cette ventilation par des conformateurs dans le nez pour une durée de 3 mois. Ça, ce sont les parents qui gèrent en aval de l'intervention. Deuxième temps opératoire, vous avez réalisé une fermeture en avant. Donc, la sangle labiale est fermée, la sangle vélaire est fermée. Et ce qui se passe au centre, c'est que ça va se rétrécir spontanément et ça va vous permettre de fermer ce palais sans créer des zones de grandes zones dénudées en cicatrisation dirigée, et donc en ayant un impact largement moins délétère que les chirurgies passées sur la croissance faciale et notamment la croissance maxillaire. Car c'était le plus grand pourvoyeur en fait, de défaut de croissance que de laisser des zones cicatrisées spontanément. Quelques résultats précoces, et je passe vite parce que les choses après sont plus intéressantes. Donc,
on retrouve quand même des morphologies nasales qui sont satisfaisantes, bien que le nez ne soit pas très déformé au départ. Et l'important, c'est d'obtenir une symétrie labiale parfaite et un respect de l'arc de Cupidon. Là, vous voyez un nez qui est beaucoup plus déformé. Et on passe là sur des fentes bilatérales qui sont souvent un peu plus complexes. Je passe vraiment vite. Vous voyez la difficulté, en fait, c'est la partie centrale de la lèvre, en fait, notamment le philtrum, car le lambellule est toujours très court et la columelle est quand même extrêmement réduite en taille, et souvent avec cette asymétrie du bourgeon central en préopératoire. L'important, une fois qu'on a réalisé ces gestes, c'est quand même la fonction, et c'est la fonction vélaire, et que ces enfants doivent parler correctement. Et quand vous arrivez à vous exprimer correctement, eh bien, je dirais que l'intégration à l'école se passe parfaitement bien qu'il y ait des cicatrices, bien qu'il y ait une petite différence physique, il n'y a aucun problème d'intégration. Donc, c'est une prise en charge de l'éducation du voile, et ça, nous, les orthophonistes, indispensables aussi dans le service, interviennent, font des guidances auprès des parents pour faire travailler ce voile de manière précoce à partir de 18 mois et ne pas attendre l'âge de 3 ans et demi avant de faire des évaluations et de voir comment l'enfant s'exprime. Et bien sûr, vos muscles vélaires participent à l'équilibre des pressions de l'oreille et il est important de gérer le suivi ORL et gérer les problèmes d'otite séreuse qui sont assez fréquents dans les fentes. Troisième temps indispensable, vous voyez, là on est parti de cette photo sur la gauche. On aboutit à droite à l'âge de 4 ans et demi. Et il faut remettre en continuité l'os après un traitement préparatoire orthodontique. L'orthodontie est aussi relativement précoce. Simplement, là, on ajoute quand même de l'os, bien qu'en théorie, il ne manque rien, mais il faut remplir ce volume au milieu du périoste par un greffon osseux là, qu'on prend en iliaque, et ce qui vous permet d'obtenir, vous voyez, une continuité complète de votre arcade et qui va autoriser les bourgeons des dents définitives à se développer. Alors, ça, ce sont les chirurgies indispensables. Après, viennent les chirurgies secondaires qui sont soit fonctionnelles, et on s'appuie sur les orthophonistes de l'équipe, soit morphologiques. Ça, c'est à la demande en général de l'enfant, et les enfants à l'âge de 6-7 ans sont tout à fait capables de nous dire ce qui leur plaît ou ne leur plaît pas. Et on s'appuie également sur l'expertise de notre psychologue qui va nous aider. Et puis après, on va suivre la croissance et voir l'intégration finalement sociale de l'enfant. Alors quand je vous parle de cette interdépendance entre partie molle et os, regardez, on a deux fentes relativement larges. Et moi, à gauche, là, je sais que c'est le meilleur pronostic. J'ai une forme en U, bien qu'elle soit large. La déformation nasale est beaucoup moins... elle est plus rectiligne qu'à droite. Vous voyez ces deux bourgeons avec une exoclusie quand même du grand fragment et une endoclusie du petit fragment. Et vous voyez le décalage sagittal finalement des deux fragments qui majore la déformation nasale. Et si chez ce petit, je vais avoir un résultat sur le nez qui sera parfait, eh bien, chez lui, là, c'est plus difficile. Et vous voyez que, bien que le résultat au niveau de la lèvre soit bien, j'ai toujours une petite ptose du dôme gauche qu'on pourra gérer par chirurgie intermédiaire. Mais on sait déjà qu'on a quand même quelques éléments premiers de pronostic. Et dans ces cas-là, cette petite de 7 ans, qui avait la même déformation que le jeune homme que je vous ai montré avant, eh bien à 7 ans, elle vous dit, écoutez, moi, souvent, vous tutoie, écoute, tu peux faire quelque chose pour moi, là, parce que moi, à l'école, on n'arrête pas de me parler de mon nez. Oui, on peut faire quelque chose. On reprend les techniques de chirurgie initiale. Vous disséquez le cartilage, vous ressoutenez votre cartilage, vous le suspendez et vous la corrigez. Cette correction ne va pas durer jusqu'à la fin de sa croissance. J'aurai besoin de refaire une rhinoplastie en fin de croissance, mais ce n'est pas grave, on passe un cap et finalement, on la normalise, on la rend anonyme et c'est le plus important. En revanche, quand les chirurgies sont mal menées quand même au départ, et ça, c'est tout le problème, c'est que là, vous voyez, vous avez une amputation labiale, il n'y a pas une rhinoplastie initiale, et là, il y a un manque tissulaire.
À gauche, vous avez respecté tous les tissus. À droite, vous avez amputé. Il me manque à peu près un demi-cupidon. Et il n'y a pas eu de rhinoplastie. Et là, on se retrouve dans des situations qui sont plus compliquées. Si vous n'avez pas de manque tissulaire, vous reprenez en fait les techniques de réparation initiale. S'il y a un manque tissulaire, là, vous êtes obligé d'apporter des tissus, ce qui est pas du tout logique avec avec la déformation initiale. Donc là, je reprends et je remets les tissus tels qu'ils doivent être. Là, pareil, en reprenant vraiment les techniques de chirurgie initiale, j'apporte rien d'autre et tout se corrige. Interdépendance structure et partie molle. Cette jeune fille qui a une rétromaxillie, l'orthodontiste m'a dit, je me débrouille, je vais lui mettre les dents correctement. Je dis, non, regardez, elle a toujours ce faciès finalement d'enfant qui a une fente. Il faut d'abord décompenser, d'où le rôle de l'orthodontiste. On opère, on corrige, on avance le maxillaire, on corrige la face, on enlève les stigmates de fente et on ajoute une rhinoplastie. Et on a normalisé totalement. Donc, il faut considérer la structure, l'os et les parties molles et avoir un prévisionnel de ce qui va se passer. Amputation de la partie médiane de la lèvre lors de la chirurgie primaire. Regardez l'état de la lèvre et surtout du maxillaire que je ne vous montre pas en radio, mais je vais vous en montrer après. Et là, vous reconstruisez. Là, vous faites un lambeau hétérolabial. Alors, on les laisse 3 semaines comme ça. Ce n'est pas toujours très agréable. J'en ai sevré un ce matin. La jeune fille a perdu 9 kilos. Mais vous retrouvez un faciès et surtout un profil beaucoup plus équilibré et j'ai pu projeter le nez, chose que je ne pouvais pas faire avant. Regardez l'état de cet enfant. Donc là, c'est après le lambeau d'Abbé. Et à gauche, vous voyez la déformation maxillaire qu'il y avait avant la correction, parce que là, évidemment, sur la télé-radio, vous voyez qu'il y a la correction de la lèvre qui a été réalisée. Mais on a un appui et une responsabilité des parties molles dans la déformation osseuse au cours de la croissance qui est extrêmement important. Autre exemple, très sévère, avec amputation initiale. Première reprise, j'allonge un peu la columelle, ma lèvre est toujours trop courte. Je prends la lèvre inférieure pour refaire la lèvre supérieure. Et après, on lui allonge l'os par une distraction de façon à corriger les parties molles. Et il faut corriger les parties molles d'abord. On ne peut pas corriger l'os, c'est impossible. Les parties molles sont trop tendues finalement et jouent un rôle majeur en fait dans la rétrusion maxillaire. Donc, il faut d'abord faire les parties molles et ensuite l'os. Et vous voyez le résultat. Autre exemple, je passe très rapidement parce qu'il me reste peu de temps. Et vous voyez aussi la responsabilité des parties molles uniquement dans le profil. Car cette jeune fille avait une fente labio-alvéolaire, elle a un articulé dentaire finalement qui est normal, donc son maxillaire est bien placé. Mais regardez le changement de profil simplement en travaillant sur l'enveloppe faciale. Et enfin, un dernier exemple de fente bilatérale, pareil, ostéotomie, lambeau d'Abbé, rhinoplastie, et un changement d'identité même clairement, parce que cette jeune fille était vraiment mal psychologiquement en amont, pré-suicidaire. Elle va maintenant très bien. J'ai d'autres chirurgies à lui faire, notamment fonctionnelles, phonatoires, mais elle rayonne et elle est en forme. Donc, c'est une chirurgie qui apporte quand même de socialisation qui est extrêmement importante pour leur développement. Donc, tous ces troubles de croissance, soit ça vient de la chirurgie initiale qui est mal conduite, et ça arrive encore, malheureusement, ou alors, bien sûr, les formes syndromiques que je n'ai pas abordées ce jour. D'autres exemples sur des fentes faciales, on en parlait, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus rares, mais une fente numéro 3 de Tessier, vous arrivez néanmoins à symétriser au prix de plusieurs interventions. Ça, c'est un équivalent de 2 fentes 3, enfin de fentes 3 bilatérales, un syndrome de Johansson-Blizzard qui est très rare et qui j'ai dû faire un lambeau scalpant de converse. Et enfin, cette fente, ça c'est un petit qui vient d'Algérie, pas diagnostic anténatal, une fente 4 de Tessier avec, vous voyez, une anophtalmie gauche. Alors lui qui a été opéré quand même un certain nombre de fois, vous réussissez à symétriser, il a une prothèse oculaire et il a été opéré il y a 15 jours, donc je suis désolé, je n'ai pas le post-op tardif, mais on obtiendra quand même néanmoins un résultat qui sera très, très acceptable et il est très bien dans sa peau, il parle très bien et il est au lycée, tout va bien pour lui. Donc en fait, le message, rien à voir avec une fente,
j'ai un tératome, j'ai beaucoup de peau, eh bien, qu'est-ce que je fais en fait chez l'enfant, en prévision de cette croissance, de cette quatrième dimension? Je termine. On garde toute la peau, et vous voyez, elle se déplisse tranquillement, et c'est pas grave, on laisse grandir, et après on reprend tranquillement. On ne lui a pas complètement remonté l'oreille à droite, mais néanmoins, il fallait garder toute cette peau. Et car les réflexes des chirurgiens, donc on a qui viennent aussi de l'adulte, veulent toujours que ce soit parfaitement fermé. Non, il faut prendre en compte en fait ce capital de croissance chez l'enfant. Donc, juste pour conclure, c'est nous, quand on a des enfants, on se projette au résultat à 18 ou 20 ans. C'est important. La quatrième dimension, j'insiste sur la croissance, partie molle et os. Et puis, la cinquième dimension, finalement, l'identité, c'est le changement d'identité parfois qu'on observe chez le patient. Et les bébés, quand ils ont une carte d'identité, un passeport, il faut refaire les cartes d'identité ou les passeports après les interventions, parce qu'ils ont radicalement changé de visage. On ne pense pas assez. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces très belles images. Et effectivement, il change plus que de visage, je pense qu'il change de vie. Voilà, merci beaucoup. Peut-être avez-vous, je crois, un grand merci pour avoir insisté effectivement sur cette quatrième et cinquième dimension avec des exemples qui sont effectivement tout à fait heureux. Deux choses. Avant que vous me posiez la question, il y a une première chose, c'est qu'il y avait eu une enquête européenne qui avait été faite, qui s'appelait Eurocleft, je crois, il y a quelques années. Et on s'était aperçu, parce que là, il y a un timing extrêmement précis que vous nous soumettez et qui fait un petit peu l'unanimité petit à petit. Il n'empêche que dans l'enquête européenne, on s'apercevait que sur plus de 200 réponses, il y avait, je crois, 150 ou 160 ou 170, comment dirais-je, calendriers différents selon les équipes. Autrement dit, il n'y avait pas effectivement unanimité. Où est-ce qu'on en est un petit peu de cette espèce de politique menée différemment selon les équipes et selon les pays? Alors, je pense que l'enquête Eurocleft était mal faite parce que dès qu'il y avait 3 semaines de différence entre deux calendriers, ça rentrait en ligne de compte. Et deuxième point, c'est que non, il y a une uniformisation quand même globale qui se fait petit à petit. C'est pas tout le monde ne doit pas faire pareil parce que et on va tous pouvoir nous comparer car il y a le PHRC à l'initiative de l'équipe de Strasbourg. On attend toujours que les moyens, en tout cas pour mettre en œuvre, mais ce qu'ils vont évaluer 18 centres en France à l'âge de 6 ans. Donc, ça va être intéressant. D'accord. Non, parce que je vois nos amis de Caen sont là et je sais qu'ils sont plutôt partisans d'une chirurgie, j'allais dire, néonatale ou précoce. Et que là, effectivement, il y a discussion enfin, sur quelle va être l'incidence du moment de l'acte chirurgical premier sur tout ce que vous avez dit en termes, effectivement, de croissance après. Enfin, voilà. Docteur Virag. Simplement une réflexion d'ordre général. Qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre de la vraie chirurgie à l'Académie de chirurgie? Et puis une question particulière, quelle est l'incidence des troubles auditifs? Est-ce que vous avez parlé brièvement? Est-ce qu'il y a de grosses séquelles auditives ou est-ce qu'il y a rien de particulier à ce propos-là? Non, on insiste sur l'audition parce que nous, on veut que tous les voyants soient au vert pour le développement normal du langage. Donc, il y a un dépistage très précoce par audiométrie et micro des otites séreuses. Et donc, j'ai envie de dire, ces enfants sont particulièrement bien suivis, peut-être au détriment d'autres qui ont aussi plein d'otites séreuses. Et ce qui est amusant, c'est que souvent, quand ils déménagent, parce que là, il y a eu l'effet post-Covid, il y en a qui sont partis vivre à Annecy, d'autres dans le Massif central, d'autres au bord de la mer. Et là, l'incidence des otites diminue, mais extrêmement fortement. Donc, je crois qu'il y a la pollution aussi qui joue un rôle majeur. En fait. Professeur Joannet. Merci beaucoup. Je voulais vous poser deux questions. En France, le diagnostic est toujours anténatal. Et y a-t-il des facteurs de risque de malformation, enfin, je veux dire des carences, par exemple, enfin, des causes génétiques? Alors, il y a des causes génétiques, évidemment, parce que s'il y a des antécédents dans la famille, il y a quand même un risque de résurgence beaucoup plus marqué. Si on est dans des formes syndromiques, on a des
le syndrome de Van der Wood est dominant avec une pénétrance variable, en fait. Donc, on en a à toutes les générations. Donc ça, tout dépend des antécédents familiaux, mais dans 70% des cas, ça reste sporadique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notion d'antécédent en amont. Après, sur les vitamines, parce qu'il y a un grand débat sur l'acide folique, il y a une recommandation, c'est de prendre de l'acide folique, une supplémentation d'acide folique 3 mois avant la conception. Voilà, donc il faut le savoir quand même. Mais il n'y a pas de preuve finalement de cette efficacité. Il semblerait que le taux de l'incidence des fentes aux États-Unis est un peu diminué parce qu'eux, ils supplémentent tout là-bas. Enfin, votre blé pousse, il est déjà supplémenté. Les différences de ces... Le diagnostic anténatal, Les diagnostics anténatales, c'est en général le deuxième écho et c'est de plus en plus précoce, là, ce qui pose aussi quelques problèmes, enfin non pas éthiques, mais de discussion de recours à l'interruption. Merci beaucoup, professeur Picard.